Bien, bonjour à tous et bienvenue à cet atelier que je vais avoir le plaisir d'animer. Je suis Bruno Roussel de l'école d'ingénieur ISIS. Mon nom sera noté sur le slide suivant. Donc, le titre de cet atelier, un petit peu long, tout comme le sujet qu'il touche et qu'il rejoint, un sujet un petit peu transversal depuis le début de cette université d'été 2014, relatif à tout ce qui va concerner la coordination des soins sur les territoires. Il ne vous a pas échappé qu'on était ici sur un territoire rural, donc la problématique de la coordination des soins, de l'échange des données est quelque chose de très très important. C'est une véritable problématique de société actuellement. Et nous allons aborder au cours de cet atelier cette problématique sous l'aspect des plateformes d'intermédiation et des objets connectés, en quoi ces deux outils technologiques peuvent potentiellement apporter des réponses à l'organisation des parcours patients, donc sur un territoire, au sein d'un territoire et dans le parcours, l'échange des données des patients. Donc nous avons pour cela le plaisir d'accueillir trois intervenants avec un atelier qui va se décomposer en deux temps, je dirais. Le premier, où nous aurons une intervention de Madame Marie-Dominique Lucier de l'ANAP, donc qui va porter, je dirais, une parole, la parole un petit peu de l'État sur les attentes qu'il peut y avoir dans les défis de société relatifs à cette organisation du parcours des soins. Et dans un deuxième temps, nous aurons deux industriels qui vont réagir et apporter leurs réponses, ou du moins en quoi ils peuvent répondre à ces problématiques qui sont définies, ou au contraire, quels sont les verrous éventuellement qu'ils peuvent rencontrer pour essayer tenter de répondre à ces problématiques-là. Donc pour cela, nous aurons Madame Angela Ki de la société WeSing, et Christian Gourdin de la société Innovelan. La société WeSing ils se présenteront étant plutôt spécialisés dans les objets connectés et la société Innovelan notamment dans les plateformes d'intermédiation. Donc tout de suite, je laisse la parole à Marie-Dominique Lucier de l'ANAP. Merci. Merci de nous avoir invités, d'avoir invité l'ANAP. Je crois qu'il y avait une collègue hier, pour parler, dans le cadre de l'e-santé, du parcours de santé et des problématiques de coordination. Je pense que c'est l'avenir, mais les compréhensions, les concepts sont encore à mûrir, et peut-être que les industriels et les patients sont plus en avance que l'État lui-même. Un petit mot sur l'ANAP très vite. L'ANAP, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux. C'est une agence qui a été créée parmi d'autres avec la loi HPST en 2009. Cette agence est une petite agence de 90 personnes. Ses missions étaient donc d'apporter de la performance dans le système de santé. Elle est créée surtout pour venir en appui aux ARS et aux établissements et services, parce que dans la loi HPST, pour la première fois dans une loi, est inscrite un terme de performance du système de santé, et que le législateur pense qu'il est utile d'avoir peut-être un appui aux planificateurs, à ceux qui conduisent les politiques publiques sur la performance du système de santé. L'agence s'est dotée d'une charte qui est en fait celle de l'OMS, c'est quoi la performance d'un système de santé, où il y a 3 enjeux de la performance. Le service rendu à l'usager, premier enjeu qui est évident. Le service rendu à l'usager, peut-être que les références françaises sont plutôt l'HAS et les organismes accréditeurs de la qualité. Et puis deux autres items qui sont indissociables, les conditions de travail des professionnels, sujet qui est souvent négligé par le planificateur et les agences de l'État. Et puis, troisième sujet, la performance du système lui-même, à la fois sur son organisation et sur l'allocation des ressources, notamment financières.
Voilà, nous travaillons sur 3 modes. Un mode un peu d'expertise et de débroussaillage d'outils qui n'existent ou qui n'existaient pas ou qu'on développe, le déploiement de ces outils et le passage ensuite à la généralisation quand c'est pertinent. Nous ne sommes pas une agence de régulation ni d'accréditation. C'est peut être un avantage, ça peut être aussi un inconvénient puisque du coup ce que l'on dit peut ne pas être, l'expertise peut ne pas être retenue ou reconnue, mais c'est un vrai avantage de ne pas être un gendarme pour travailler directement avec les professionnels. On a un périmètre un petit peu insuffisant dans le cadre des parcours, puisque nous n'avons pas de périmètre sur la médecine ambulatoire, à l'inverse des ARS qui, quand elles sont créées, ont la totalité du champ sanitaire, médico-social et ambulatoire, pas social, parce que les conseils généraux ont gardé aussi une partie de leur mission sur leur politique de santé, en tout cas pour certains types de populations, ce qui est donc une certaine faiblesse de ne pas avoir la totalité du champ. Néanmoins, quand on travaille sur les parcours, on travaille avec la totalité des acteurs. 2 diapos que je ne commenterai pas, mais que je vous ai mis, parce qu'ici, on est donc dans l'e-santé. Nous avons plusieurs projets et nous avons des projets sur lesquels nous sommes... c'est des commandes de l'État, donc l'hôpital numérique. Je vous invite à aller voir sur le site de la NAP parce qu'il y a toute une équipe qui a travaillé sur hôpital numérique, qui continue de travailler sur hôpital numérique. On fait des accompagnements des différents établissements de santé qui sont en cours. Il y a déjà eu des publications. Et comme je ne suis pas experte, c'était juste pour vous donner l'information et que vous puissiez aller voir. Et puis, deuxième sujet, nous accompagnons tout le déploiement de la télémédecine nous accompagnons actuellement des territoires sur des études pour comment allons-nous rémunérer la télémédecine, puisqu'il n'y a aujourd'hui pas de rémunération claire de téléexpertise, téléconsultation, déploiement de la télémédecine. Ça reste des financements qui sont non pérennes et donc il faut avoir un nouveau business plan. Et donc il y a d'autres travaux qui ont été faits, il y a eu des guides méthodologiques sur le déploiement de la télémédecine, notamment pour l'usage. Il ne suffit pas de décréter, il faut aussi qu'il y ait l'usage. Donc je vous invite à aller voir sur le site ou si vous voulez des contacts, je pourrais vous les donner à la fin de l'atelier. Pour venir directement sur le parcours de santé, donc je vais avoir un propos pas du tout informatique et pas du tout sur les outils. Nous travaillons depuis 2010 sur les parcours de santé, dès que l'agence a été créée en fait, et nous sommes allés sur les parcours de santé, essentiellement sur les parcours de la population âgée, puisqu'il y avait un enjeu fort, un enjeu de qualité de prise en charge, puisque les gens âgés arrivent aux urgences de l'hôpital d'une manière inadéquate et non pertinente. Et cette prise en charge qui passe par les urgences et qui est une tentative de résolution des problèmes qui pourraient se poser en amont coûte à l'assurance maladie 2 milliards d'euros. Les ruptures dans les prises en charge, les insuffisances de prise en charge et le passage par les urgences, 2 milliards d'euros, ça fait beaucoup. Et donc, on nous a demandé de travailler un peu sur ces parcours. Et il se trouve que mon premier métier était d'être gériatre. Et donc, peut-être il faut se mettre d'accord sur c'est quoi un parcours, une définition. Je vous propose ici quelque chose sur lequel nous appuyons aujourd'hui. Il y a probablement autant de compréhension des parcours que d'acteurs. Donc, quand on est interpellé ou quand quelqu'un vous interpelle sur l'idée de parcours, il est toujours nécessaire de clarifier avec l'auditeur ou celui avec lequel vous communiquez ce qu'il comprend du parcours. J'ai donc mis ici une définition qui est l'organisation intégrée et proactive de l'ensemble des prestations de prévention, de diagnostic, de traitement, d'intervention, de suivi, de réadaptation et de soutien de fin de vie. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Nécessaire pour la prise en charge d'une personne atteinte de maladie chronique. Le sujet du parcours, c'est la gestion de la maladie chronique et la gestion des ruptures dans les interfaces. Donc, je ne parle pas des parcours, des problèmes aigus. Le traitement de l'AVC en urgence, le traitement de l'infarctus en urgence,
La prise en charge du polytraumatisé sur l'autoroute, c'est fait pas partie des parcours. C'est important de le dire parce que les professionnels de santé ont parfois des confusions où dans leur tête, on prend en charge un patient avec un problème aigu. Il faut différencier l'aigu du chronique. Et la gestion du parcours en France, c'est la gestion de la maladie chronique au long cours. Il y a 30 millions de personnes potentiellement atteintes de maladies chroniques. Donc c'est un vrai sujet. Et donc qui sont en plus ou moins en perte d'autonomie et ou handicapés en vue de répondre aux besoins globaux sur l'ensemble d'un territoire. Puisque le sujet, c'est que vous êtes un usager, un individu, un patient, vivez sur un territoire. Et vous avez vous-même une activité, un flux de vie sur ce territoire et que la prise en charge d'un patient et d'une personne, c'est sur le territoire où il vit, ce qui pose la question de la définition du territoire. Un vrai changement de paradigme, ces propos de parcours, parce que tout d'un coup, pourquoi ? Il y a d'abord la gestion des maladies chroniques est liée à la fois aux connaissances médicales quand même. Les modalités de prise en charge ont considérablement changé. On utilise d'autres matériaux, on a des nouveaux traitements, on vit plus longtemps. Donc l'hôpital n'est plus au centre, alors que nous avons une législation qui est toujours faite sur la loi de 58, qui est l'hospitalo-centrisme. Or, l'hôpital n'est plus au centre de la prise en charge pour la gestion au long cours des maladies chroniques. D'abord parce que les durées de séjour se raccourcissent terriblement, qu'on fait beaucoup de choses en ambulatoire et qu'on fait des allers-retours. Et qu'en tout cas, le passage par l'hôpital est de plus en plus bref. L'hôpital étant conçu comme les services de médecine, chirurgie obstétrique, avec une petite différence pour peut-être d'autres secteurs comme les soins de suite. En tout cas, changement, donc émergence de ces pathologies, changement profond dans les modalités de traitement qui ne sont qu'à leur début, parce que je pense que le petit microprocesseur qu'on va avoir dans l'œil pour surveiller votre diabète et celui qui va être dans votre estomac pour enregistrer tous vos constantes fera que demain, on aura beaucoup moins besoin de laboratoires en ville et que déjà, on pourrait réduire considérablement le nombre de lits à l'hôpital et qu'on va prendre en charge en ambulatoire beaucoup plus de choses. Ce qui fait que nous avons un changement de paradigme parce que nous avons... Alors, il y avait une petite animation qui a disparu. Normalement, la première ligne est rouge. C'est-à-dire que nous raisonnons en France sur l'offre. Aujourd'hui, vous êtes un planificateur, vous êtes un directeur, vous dites « mon hôpital a besoin d'eux ». Ma structure a besoin d'eux, j'ai besoin d'eux, quel que soit le champ. Je fournis des prestations et les usagers ou les patients bénéficient de ces prestations. Le sujet du parcours et le sujet que je viens d'évoquer, c'est que dorénavant, il faut être c'est quoi les besoins pour fournir des services et réduire l'écart entre les ressources et les besoins. Du coup, les enjeux du parcours, c'est un enjeu populationnel. Nous avons travaillé sur deux types de populations, la population âgée et un peu la population santé mentale sur lequel nous commençons à travailler. Quels que soient les rapports qui sortent, parce que beaucoup de travaux sont sortis sur soit une maladie ou deux, parcours du diabétique, parcours de la population âgée. En tout cas, sur une approche population, que vous mettiez population âgée, mère-enfant, cancéro, santé mentale, le concept est le même. Les besoins et les spécificités vont faire que le panier de ressources doit être un peu différent. Néanmoins, les besoins sont les mêmes. Et il faut donc clarifier quelque chose que nous n'arrivons pas à faire, qui est quantifier les patients dans ce qui leur arrive. Si on gère la maladie chronique, c'est gérer le risque. Aujourd'hui, c'est la gestion des risques de qu'est-ce qui va vous arriver le jour où on vous dit que vous avez un diabète, une maladie de Parkinson, une rétinite qui va vous rendre aveugle. À 18 ans, on vous dit que vous avez telle pathologie de la rétine et les médecins savent qu'à 45 ans, vous ne verrez plus. Donc, comment on gère le risque ? Et à la fois pour les professionnels de santé qui doivent travailler dans l'anticipation et à la fois pour le planificateur, comment je peux avoir une idée des volumes de personnes par niveau de risque. Est-ce qu'on se met d'accord déjà des niveaux de risque entre professionnels et ensuite dans quelle base de données ? Et on retrouve un problème d'accès de l'open data et qu'y a-t-il dans nos données pour pouvoir segmenter cette population.
Je vous ai mis ici une pyramide de gestion de risque qui est une pyramide de gestion de la maladie chronique qui est celle de Kaiser, qui est une pyramide américaine, mais très reconnue à peu près partout en Europe. Il y a d'autres modèles. Néanmoins, c'est une segmentation de population sur laquelle on peut travailler. Il y a la base qui est vous et moi, chacun de nous, qui sommes avec une santé. Nous ne sommes pas tous égaux devant notre santé et nous sommes ici probablement dans la prévention communautaire, la prise en charge, j'allais dire, qui se fait au fil de l'eau, qui ne nécessite pas d'organisation particulière. Puis on a 3 niveaux, celui où on va être avec une maladie bien décrite, bien définie, on va être dans l'accès aux soins de proximité, dans l'auto-soin, ce qu'on appelle le premier recours. Et ensuite les 2 autres niveaux qui sont la nécessité de multiples acteurs et le dernier niveau qui est la lourdeur des prises en charge, qu'elles soient liées à la pathologie, aux problèmes médico-économiques, aux problèmes sociaux. Et ça peut s'appliquer à toutes les populations cibles. Par contre, il faut se mettre d'accord sur les niveaux avec les professionnels concernés. Deuxième enjeu du parcours, l'organisation territoriale entre les acteurs de l'ambulatoire, les acteurs des établissements de santé, les acteurs sociaux. Comment on organise, je disais que l'hôpital n'est plus au centre, s'il n'est plus au centre, comment ça se passe dorénavant et comment vont se structurer les organisations territoriales avec les problèmes parfois de démographie, d'accès aux plateformes techniques, d'où la nécessité de savoir bien les volumes de population par niveau du premier recours, deuxième recours, troisième recours et de la hiérarchisation des soins, la graduation des soins. Troisième sujet, le sujet que j'ai un petit peu détaillé, même si je ne suis pas une professionnelle, mais ici je suis devant les professionnels du système d'information, le système d'aide à la décision. Nous n'avons pas de bon système d'aide à la décision puisque nous avons les bases dont nous disposons ne sont pas communément partagées. J'ai vu qu'il y avait des ateliers sur les partages d'informations. Il faut avoir accès aux bases de données. Là, nous avons le SNIRAM qui est la base de l'assurance maladie, qui est une base qui contient énormément d'informations mais qui est difficilement accessible. C'est un truisme. Et se mettre d'accord sur ces fameuses... si on veut faire des segmentations de population et les identifier, il faut pouvoir aller les chercher facilement dans les bases de données, sinon c'est pas possible. Le partage d'informations entre les professionnels dans des messageries sécurisées, le DMP et autres supports. Et puis, peut-être ce qui fait l'objet de la table ronde aujourd'hui, tous les applicatifs qui vont plus vite que les outils de l'État. Les applicatifs qui vont servir à la télésurveillance, au repérage, au dépistage, à l'autosurveillance, l'alerte, s'assurer de la conformité d'un traitement et tout l'outillage technologique qui permet des prises en charge totalement différentes, que les usagers s'emparent, les médecins généralistes et les libéraux s'en emparent. Peut-être un peu moins l'organisation à l'échelon national et puis le web. Sur lequel je pense que en tout cas, les médecins n'ont pas encore mesuré, dans leur formation initiale en tout cas, l'impact du numérique dans leurs nouvelles pratiques professionnelles. Et voilà, c'est un constat un peu triste, je crois, parce que ça va changer profondément quelque chose qui est ancré en France, y compris pour les patients, de ce qu'on appelle le colloque singulier, le fameux... mon libre choix et le libre choix, mon médecin et le médecin lui-même qui se positionne et qui apprend depuis 1860 à peu près, 1900, le colloque singulier. Nous n'avons pas changé, nous n'avons pas beaucoup changé, ça change mais pas beaucoup et le pluriprofessionnalisme n'est pas encore acté et le travail en transversalité ne va pas de soi. S'apprend et peut-être que le numérique va faire évoluer les choses, mais nous avons certainement un retard dans les formations initiales. Et puis dernier enjeu, les enjeux financiers évidemment. Les enjeux financiers sont celui de la réallocation de ressources entre les 3 champs. Nous sommes organisés en France avec 3 champs dans les allocations de ressources budgétaires,
qui sont votés au Parlement, le champ pour le sanitaire, les établissements de santé, le champ pour le secteur dit médico-social de toutes les institutions, tous les services à la personne, et le champ ambulatoire, qui est les professionnels libéraux. Ces 3 budgets qui sont très en silo et très cloisonnés. Si on raisonne par cours, on voit bien qu'il faut des nouvelles modélisations et des allocations de ressources différentes, et puis prendre en compte les modifications profondes des pratiques, parce que si on veut faire de la transdisciplinarité et du partage, comment on paie ou rémunère ce temps, et comment on fait des nouveaux business plans. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Lussier pour ces éclaircissements et surtout nous y voyons, je pense, plus clair dans les attentes qu'il peut y avoir au niveau national autour de ça. Vous avez évoqué aussi pas mal de difficultés, notamment des accès aux bases, aux données, etc. C'est, je pense, un sujet qui a été largement évoqué autour des différents ateliers qu'il a pu y avoir depuis 2 jours. Mais maintenant, sur un sujet un petit peu plus précis, puisque je rappelle que cet atelier s'intéresse avant tout aux objets connectés et aux plateformes d'intermédiation, nous allons laisser la parole à 2 industriels pour voir en quoi précisément ce type de nouvelles technologies peuvent répondre notamment à ces problématiques que vous évoquiez de prise en charge, de gestion également de cette pyramide du risque que vous avez bien décrite. Et nous commençons donc par Angela Chi de la société WeSync spécialisée dans les objets connectés. Bon, donc voilà, je travaille pour WeThings, qui est une société 100% française, une start-up qui produit des objets connectés. Donc voilà, on produit des objets connectés qui s'en servent un peu dans le monde fitness, dans le monde bien-être et par conséquent aussi dans le monde de la santé. Et moi, j'aimerais présenter déjà qu'est-ce que c'est un objet connecté et quel rôle il peut avoir dans le monde de la santé, notamment pour répondre à tous les défis liés à la gestion des maladies chroniques soulignés voilà, par la NAP. Donc pour commencer, voilà. Donc voilà, WeThings, donc on fabrique des objets qui se connectent à un smartphone, à une tablette sans fil, soit par Bluetooth, soit par Wi-Fi. On a une balance connectée qui permet de mesurer donc le poids, aussi l'indice de masse corporelle, le pourcentage de masse grasse et le rythme cardiaque de la personne qui se pèse. On a aussi un tensiomètre sans fil pour la pression artérielle. On a le tracker d'activité, donc c'est ces petits machins-là que je porte ici au poignet. Donc ça mesure en continu les pas, les calories, l'altitude, les mètres montés, descendus. Ça mesure également le sommeil. Et il y aura bientôt un produit dédié au sommeil, Aura, qui va sortir cet été. Et voilà, tous ces outils-là, ils se connectent à l'appli. Je vais même vous montrer l'application. À l'appli WeThings, où voilà, en fait, la personne peut voir tous ses indicateurs de santé au même endroit. Donc ça fait un peu un tableau de bord santé, où la personne peut suivre son évolution, l'évolution de son poids ce mois-ci par rapport au mois dernier, etc. Oui, on pourra peut-être mieux faire voir à la fin de la séance. Et donc voilà, qu'est-ce que les objets connectés changent par rapport à une balance normale ou un podomètre normal? C'est le fait de pouvoir effectuer des mesures sans effort. Donc c'est vraiment l'aspect connecté au téléphone, à la tablette, qui fait qu'on mesure, on n'a pas besoin de noter après sur un papier et tout sera transmis à la passerelle smartphone. Et cela permet de constituer un écosystème de mesures où la personne aura tout type d'indicateurs de santé, la pression, rythme cardiaque, etc. Voilà. Et avec cette mesure simplifiée, la conséquence, c'est que la personne va se suivre plus régulièrement. Et nous, notre conviction, c'est que ce suivi plus régulier va permettre à l'utilisateur de mieux prendre en charge sa santé.
donc de progresser en santé. Et c'est un peu ce que je vais montrer, parce qu'on a réalisé des études sur l'effet des objets connectés sur la santé. Et donc là, c'est hors cadre médical, bien sûr. Mais déjà, hop, voilà. Donc la première étude, c'est sur la balance. Donc on regarde les utilisateurs qui se suivent très régulièrement, donc 20 fois ou plus par mois. Donc les personnes qui se pèsent quasiment tous les jours, et on voit qu'ils perdent plus de poids. Donc là, on regarde uniquement les personnes en surpoids ou en obésité, et ils perdent plus de poids au cours d'une année que les gens qui se pèsent moins de 10 fois par mois. Donc une personne qui se pèse juste une fois par mois. Et donc on voit que plus la personne se mesure, plus elle sera amenée aussi à progresser. Voilà. Donc il y a un effet positif pour la santé. Ensuite, voilà, la personne, en plus du suivi régulier, il y a aussi du coaching, du motivationnel, qui fait que, par exemple, sur l'application, la personne peut se fixer un objectif de poids, et les gens qui se fixent un objectif, on voit qu'ils progressent mieux, ils perdent plus de poids. Ensuite, on observe à peu près le même effet pour du coup le tracker d'activité, le podomètre. Donc plus les gens portent le podomètre, plus en moyenne ils vont marcher par jour. Voilà. Et ensuite, avec plusieurs mesures de plusieurs objets différents, on peut faire des corrélations, et on voit de façon pas très surprenante que les gens très actifs, donc les gens qui marchent beaucoup, 10 000 pas ou plus par jour, ce sont aussi les gens qui perdent plus de poids. Donc ça, c'est en corrélant les données tracker d'activité et balance. Et ensuite, les gens qui perdent plus de poids, c'est également aussi les gens qui enregistrent une plus forte baisse de la pression artérielle. Voilà. Et on peut constater aussi le fait de tout ce qui est social pour la motivation des utilisateurs. Donc pour le tracker, dans l'application aussi, on peut ajouter des amis à un leaderboard. Et du coup, on peut voir sa position par rapport aux gens qu'on a ajoutés au leaderboard, aux amis. Et on voit que plus les gens utilisent leur leaderboard, c'est-à-dire qu'ils utilisent cet aspect social, plus ils marchent également en moyenne. Voilà, donc c'est... Voilà. Et ensuite... pour le tensiomètre, on peut également partager les données directement avec le médecin. Et un sondage montre qu'en France, il y a 25% de personnes qui communiquent leurs données de tension au médecin. Voilà, donc c'est quelque chose qui est au service de l'observance et qui va aider à la relation médecin-patient. Voilà, donc ça c'est hors cadre médical. Donc c'est en quoi les objets connectés peuvent aider un utilisateur, lui, à mieux prendre en charge sa santé. Et maintenant, si on regarde au niveau plus global, qu'est-ce que les objets connectés peuvent représenter pour la santé en général? Tout d'abord, avec un échantillon d'utilisateurs très large, on a un outil d'épidémiologie inédit, avec des bases de données de l'ordre du million. On peut faire des statistiques agrégées à un niveau, par exemple, national. On peut, par exemple, là, ça se base sur nos données, avoir la carte des régions de la France ou des régions des États-Unis selon la prévalence de l'obésité. Donc là, voilà, on voit qu'il y a beaucoup plus d'obèses aux États-Unis. Et donc, les objets connectés, c'est quelque chose avec la masse de données générées par tous les utilisateurs, et en plus qu'on peut corréler ensuite avec d'autres sources. C'est des données inédites qui peuvent ouvrir les portes à des analyses, à de nouvelles analyses.
Voilà. Et ensuite, pour vraiment le monde médical, dans quoi ces analyses, ces statistiques peuvent aider? Déjà pour la recherche et pour la détection précoce. Donc voilà, en faisant des statistiques et en identifiant des tendances, on peut essayer de dépister quelque chose, une condition, pour pouvoir agir avant qu'elle survienne vraiment. Donc si on regarde les indicateurs d'un utilisateur et on compare par rapport à une moyenne, à sa classe d'âge, à sa classe, à son lieu de résidence, on peut faire des corrélations et dire, bon, pour lui, il faudra faire attention à ces paramètres-là, à ces pathologies-là. Et aujourd'hui, il y a déjà plusieurs instituts de recherche, de laboratoires qui utilisent des objets connectés, Withings ou autres, aux États-Unis, en France, de partout, qui utilisent des objets connectés dans des protocoles médicaux, dans des études. Voilà. Et du coup, cela va avec donc le scénario de changement de paradigme souligné par la NAP, changement de paradigme de la médecine qui va devenir de plus en plus préventive et prédictive même. Donc on passe du soin curatif à des soins beaucoup plus en prévention, en amont. Et on voit du coup qu'il y a un changement aussi au niveau des acteurs de la santé, où voilà, le numérique, les nouveaux acteurs high-tech vont jouer un rôle de plus en plus important. Et là, ces changements de paradigme, c'est un changement où le patient il est remis au cœur des soins. Donc voilà, on passe d'un modèle où c'est l'hôpital qui était au centre et où il y a un recueil passif et limité des données des utilisateurs à un modèle où vraiment c'est le patient qui est au centre du système et lui, il est acteur de sa santé parce que lui aussi, il va utiliser les objets connectés, il va communiquer avec les médecins, il va vraiment prendre en charge sa santé et pas juste être une personne juste aller à la consultation et recevoir passivement voilà, des prescriptions. Et donc, à ce modèle-là, où le patient est mis au cœur, et quelles sont les applications? Tout d'abord, pour l'usage clinique, c'est pour l'aide à la décision, pour améliorer l'efficacité des recherches cliniques, avec les données qui viennent un peu de tout type, enfin de partout, du monde médical, du monde des objets connectés, qui sont remontés par le patient lui-même. Et ensuite, pour fournir des traitements préventifs et individualisés, personnalisés par rapport au patient. Une deuxième application, c'est pour les big data et la recherche. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution du quantified self, donc le moi quantifié, où voilà, en fait, on imagine qu'en fait, dans l'avenir, le tableau de bord santé que je montrais au téléphone sera quelque chose que tout le monde aura. Tout comme aujourd'hui, on n'arrive pas à imaginer, par exemple, de conduire une voiture sans avoir des paramètres, je ne sais pas, de niveau d'essence ou kilométrage. Peut-être que dans l'avenir, on ne pourra pas imaginer une gestion de la santé sans un tableau de bord santé individuel, par exemple. Donc voilà, et dans cette évolution du quantified self, donc les objets connectés vont jouer un rôle très important parce que ce sera pour la collecte d'une masse de données importante qui va permettre des analyses big data. Et pour une utilisation, bien sûr, pour la recherche médicale. Et la troisième application, c'est pour l'optimisation, pour la gestion du risque, aussi souligné dans la présentation précédente. Voilà, qui pourra aussi être faite grâce aux données collectées. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. À la fin, peut-être, on va grouper les questions. Donc merci à Angela Chi, Société Withings.
Le temps que M. Gourdin peut-être prend votre place, j'ai personnellement retenu trois notions dans votre intervention directement, qui apportent peut-être directement réponse au cadre tel que l'a présenté Madame Lussier. Le mot corrélation, c'est-à-dire que des données pour devenir intelligentes doivent être corrélées. Ensuite, la notion de transmission, donc vous avez évoqué certes une transmission peut-être uniquement, entre guillemets, bipolaire, c'est-à-dire d'un individu vers son médecin. Et enfin, la nécessité, ça c'est peut-être une idée que nous avons eue récurrente au cours des différentes interventions que nous avons eues depuis 2 jours, la nécessité qu'une prise en charge médicale, ce n'est pas que de la médecine, c'est aussi tout l'environnement, le loisir, tout ce qui va être le cadre de vie autour, et donc notamment des activités liées justement à l'activité physique. Et ce qui nous amène tout naturellement à la dernière intervention, comment ces données peuvent être partagées, pas uniquement de manière bipolaire, comme l'a évoqué Angela Chi, mais de manière peut-être plus globale entre différents intervenants participant à la prise en charge d'un patient. Et je laisse donc la parole à M. Gourdin de la société Innovelan. Merci, bonjour à tous. Alors après une telle intervention avec des objets connectés qui peuvent nous faire rêver et que déjà un certain nombre de personnes utilisent pour le Quantified Self, mes premières diapositives vont vous faire retomber sur terre, vont même peut-être vous faire peur, mais je pense que vous verrez que dans la progression de la présentation, ça devrait devenir au fil de l'eau un peu plus clair. Bon, très rapidement, Innovelan est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans la télésanté, qui existe depuis 10 ans. Alors qui ne travaille pas pour les patients directement, c'est-à-dire qu'on ne vend pas nos produits aux patients, aux citoyens, mais on travaille avec les acteurs de santé, les acteurs médico-sociaux, les acteurs sociaux, pour les aider à coordonner ou à se coordonner ou à mettre en place des parcours de santé dans le cadre de la prise en charge des patients. Alors le premier schéma qui fait peur, c'est celui-là. Parce que quand on parle de plateforme d'intermédiation, l'intermédiation, c'est pouvoir mettre en relation un certain nombre d'acteurs. Tout à l'heure, on parlera peut-être des freins ou des verrous, mais voilà, on a des acteurs du monde social, du monde médico-social, du monde sanitaire, qui ont chacun leur code, leur langage, leur logiciel, leurs institutions d'appartenance et autres. On arrive à des dispositifs où l'intermédiation n'est pas forcément simple. Alors sur ce schéma, si on arrive à le décoder, on comprend un peu plus facilement. On a en bas toute la partie production d'informations et tout en haut les utilisateurs, les usagers, les bénéficiaires de l'information. Et entre deux, pour que tout cela communique, on a un certain nombre d'outils plus ou moins techniques. Je vais les passer très rapidement en revue. Je n'ai pas tous les détaillés, sinon on passera le quart d'heure sur le schéma. Donc il y a différents types d'informations, des informations de biologie, des informations de type prescription connectée et autres. Voilà, sont les types d'informations. On a des mécanismes d'échange d'informations. Alors on a parlé tout à l'heure, le DMP, le dossier pharmaceutique, la messagerie sécurisée, etc. Les hébergements de données de santé, où on doit stocker toutes ces données qui doivent être stockées, partagées de manière sécurisée. Ensuite, on a des services qui s'appuient là-dessus. Donc, des services qui peuvent être territoriaux, on parle du territoire, ou qui peuvent être régionaux, voire pour certains nationaux. Par exemple, le DMP et l'EDP sont des services nationaux. À l'inverse, un serveur d'imagerie peut être parfois régional, il y a des régions qui ont mis ça en place, et de plus en plus territorial, lorsque on considère que voilà, le territoire, c'est l'établissement et les quelques acteurs qui sont autour. Quand on est sur des plus gros territoires et on a plusieurs établissements privés ou publics, parfois on met en place des packs territoriaux, ou sinon chacun a son pack, c'est déjà pour communiquer entre eux, c'est pas toujours simple. Ensuite, on a des outils comme ça, des services qui peuvent aider à la coordination, mais sur un sujet défini. Par exemple, il y a une application qui est déployée dans la plupart des régions en France qui s'appelle Trajectoire, qui aide à la sortie d'un séjour dans un établissement hospitalier à
diriger au mieux ou rediriger au mieux le patient, le citoyen qui sort d'un séjour à l'hôpital. Et puis, encore à un niveau supérieur, on a ce que j'ai appelé des services composites. Donc on parle de télémédecine. Alors, il y a un moment donné, dans un parcours, on va peut-être éviter à quelqu'un un déplacement. Dans le cadre de l'AVC, on évitera un transfert. Dans le cadre d'une phase non aiguë, on évitera peut-être aussi un transfert à une personne qui est en EHPAD pour aller lui faire une consultation à 50 km de là dans le service de spécialité, parce qu'on n'aura plus de faire un acte de télémédecine. Puis il y a d'autres dispositifs comme les outils de gestion partagée de rendez-vous pour éviter soit à des établissements de perdre de l'argent quand les patients ne viennent pas au rendez-vous, ça existe. Je crois que c'est 10% des cas dans certains établissements, ou de pouvoir, à un ensemble de médecins libéraux, partager des agendas et leur permettre, pour un pôle de santé, de prendre des rendez-vous plus facilement, permettre à leurs patients de prendre des rendez-vous plus facilement. Et puis, tout en haut, j'ai les bénéficiaires de tous ces outils qui doivent communiquer entre eux, qui doivent intermédier entre eux. J'ai les patients, parfait. Et chez Weezings, ça tourne autour du citoyen, pas forcément du patient. Il y a le secteur ambulatoire, il y a le secteur médico-social, il y a le secteur sanitaire, et il y a la prévention. J'espère, là, on parle de plus en plus de prévention, mais jusqu'à maintenant on en parlait, mais dans les faits, on voyait peu de prévention. Peut-être que maintenant, on va vraiment aller vers la prévention. Et donc ça, pour pouvoir mettre en relation tout ça et de faire en sorte que ça fonctionne correctement, on parle de plateforme d'intermédiation. Alors, la plateforme d'intermédiation, c'est pas le miracle. Enfin, ça va pas du jour au lendemain permettre à tous ces acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes outils, les mêmes habitudes de travail, de coordonner par le Saint-Esprit comme ça la chaîne complète et un parcours de santé. Par contre, quand on a au moins un certain nombre de ces dispositifs, qui peuvent communiquer ensemble, on améliore sensiblement, c'est-à-dire la fluidité du parcours de santé. Alors je vais donner quelques exemples, et là ça va être un peu plus concret que le schéma qui était très combatif. Une plateforme d'intermédiation, par exemple dans le cadre d'un dossier de coordination, parler de coordination, la prise en charge des personnes âgées pluripathologiques, avec une coordination indispensable d'un certain nombre d'acteurs, social, médico-social, sanitaire. Dans une plateforme de coordination, j'ai besoin de référentiels. Donc c'est sur la gauche. Alors, il y a des référentiels qui existent aujourd'hui, il y en a qui sont améliorés, il y en a qui sont en devenir, mais on doit s'appuyer sur des référentiels territoriaux, nationaux, locaux. Je vais donner quelques exemples. Un annuaire patient, quand on doit être certain qu'on parle bien du même patient entre différents acteurs, déjà au sein d'un même établissement, c'est pas forcément simple et des fois il y a des complexités, il y a des doublons. Alors vous imaginez entre plusieurs établissements, voire à un niveau régional, quand on doit coordonner un parcours de santé au sein de différents acteurs, pour être certain qu'on parle du même patient, c'est déjà une problématique rien que l'identité patient. Donc un exemple sur un dossier de coordination. C'est un exemple de dossier de coordination autour de la gérontologie, donc avec là un volet social. Donc ce dossier de coordination interagit avec de la messagerie pour pouvoir communiquer avec des professionnels de santé qui en sont équipés. Alors il y a différents types de messagerie sécurisée aujourd'hui. Il y en a qui sont usités sur le territoire, il y en a qui sont en devenir et poussés par la ZIP. Donc voilà, il faut utiliser ce qui existe et ce qui va aussi arriver avec la MSS Santé de la ZIP. Il faut pouvoir récupérer les alertes, il faut gérer ces alertes. Après, si on va un peu plus loin dans la gestion des alertes, on met des dispositifs intelligents avec des règles métiers. Je montrerai tout à l'heure très rapidement un exemple avec des règles métiers pour le suivi des patients hypertendus. Vis-à-vis des acteurs de la prise en charge, ils doivent avoir accès à cette information, alors à tout ou partie de cette information en fonction de leur profil, en fonction de leurs besoins, et ils voient ça sous une forme, la diapositive précédente, sur une forme dossier classique ou sous une forme de ligne de vie où ils peuvent sélectionner les éléments qui les intéressent.
Et après, il y a des services qui sont propres à différents types de prise en charge. Le PSI pour les Mayas, le PPS pour voilà, la Géronto, ou le PPS pour la Cancéro. Et là, ce ne sera pas santé, ce sera plutôt le personnalisé de soins. Ça, c'est lié à une pathologie ou à une multipathologie. Il faut que ce type de service soit mis à disposition. Alors, il y a juste en haut, sur la droite, un petit QR code. C'est un dispositif basique, mais qui permet sur un PPS, qui habituellement est imprimé. Alors, quand on va au domicile d'une personne âgée, on a le carnet de liaison, le carnet papier. Voilà, quand on imprime et qu'on a un QR code et que c'est collé sur la porte du frigidaire ou la porte d'entrée, ça permet aux assistants sociaux, aux aides ménagères, aux intervenants, s'ils ont le dispositif adéquat, c'est-à-dire à minima un smartphone, de pouvoir flasher une QR code, de savoir où on est et de pouvoir rentrer assez facilement ce qu'on a fait, voilà, plutôt que continuer à saisir le carnet de liaison. Voilà, je passe, donc ça c'est le dispositif type QR code, c'est un exemple de service pour les personnes qui suivent leur poids. S'ils n'ont pas la chance d'avoir une balance connectée, ils peuvent rentrer régulièrement voilà, les données aussi sur le smartphone pour renseigner la plateforme et les acteurs qui participent à sa prise en charge. Je passe. Voilà, un exemple de projet où il y a des objets connectés. On utilise la plateforme d'intermédiation pour mettre en relation tant le patient qui a son tableau de bord, alors quand il récupère sa tension, quand il récupère, si on vérifie s'il y a une bonne observance de ses traitements, il vérifie son poids aussi. Voilà, il a son tableau de bord sur le dispositif, en l'occurrence un dispositif VigiSanté, pour voir, et dans le rouge, dans le vert, dans l'orange, il suit ce qu'on lui a demandé de suivre. Il y a une plateforme de service au sens médecin, diététicien, diététicienne, infirmière, qui suivent en fonction du profil du patient, en fonction des recommandations qui lui ont été faites, si oui ou non il a une certaine observance des recommandations qu'on lui a faites. Et puis il y a la partie praticien, donc le médecin traitant en l'occurrence, qui peut suivre aussi pour un patient hypertendu ou un patient diabétique si ce patient suit les recommandations qui lui ont été faites et les conseils qu'on lui donne, les séances de coaching qu'on lui propose, etc. Un autre type de dispositif, aujourd'hui, surtout chez les personnes âgées, tout le monde n'est pas équipé d'une tablette, d'un smartphone ou de ce type de dispositif. Donc avant que nous arrivions dans l'effectif des personnes âgées où on sera peut-être tous sensibilisés et puis on aura peut-être des puces intégrées ou alors, ça sera encore d'autres systèmes. Mais à aujourd'hui, la télévision, c'est encore le dispositif qu'on trouve qui est le plus répandu et le plus usité, on va dire, par les personnes âgées qui deviennent dépendantes ou qui sont dépendantes. Et si le service peut être rendu via l'interface de la télévision, ça permet de faire tomber certaines barrières. Donc voilà, c'est un type de dispositif qui se met sur la télévision et où on interagit, on intermédie avec le dossier de coordination par exemple. On peut même pas faire une télé, c'est pas un acte de télémédecine, mais avoir une visioconférence avec alors sa famille, là on est vraiment en visioconférence, mais avec des acteurs de sa prise en charge, où on peut entrer en relation plus facilement avec eux en restant dans sa chambre. Bon, je passe sur la partie imagerie, c'est lié vraiment à la prise en charge de certaines pathologies comme l'AVC par exemple. La cancérologie, malheureusement, on parlait tout à l'heure des données et des difficultés effectivement à pouvoir croiser les données. Dans le cadre, alors c'est pas toujours le cas, mais dans le cadre du programme VigiSanté qui a été mené sur la détection et le suivi de patients hypertendus sur leur lieu de vie, la détection sur le lieu de travail, puisque c'était en entreprise, et le suivi après sur le lieu de vie. Bon, comme la CNAM est rentrée dans le dispositif, effectivement, elle a ouvert la boîte à Pandore, et donc il y a pu avoir des croisements entre les données du SNIRAM et les données de coordination. Effectivement, on en tire des analyses médico-économiques qui sont pertinentes derrière.
Bon, avec ce qu'on entend maintenant sur l'ouverture des données de santé, peut-être que ce genre de dispositif pourra être généralisé plus tard. Alors, si on n'a pas les données du SNIRAM, il faut quand même que sur les données qu'on récupère sur ces dossiers de coordination via ces plateformes d'intermédiation, on puisse croiser effectivement toutes les données pour pouvoir à la fois répondre aux demandes, en tout cas pour les acteurs de la coordination, aux demandes des institutions, des comptes à rendre, et aussi faire de la prospective par rapport aux données qu'on peut collecter dans le cadre de coordination, et ensuite utiliser effectivement ces données de prospective pour mieux planifier, mieux organiser et mettre ça à disposition des institutions qui travaillent sur l'optimisation des ressources sur un territoire, sur une région ou au niveau national. Dernière diapositive, ce genre de dispositif, ça se construit avec les acteurs. C'est-à-dire que quand on travaille avec des acteurs sanitaires sur une prise en charge coordonnée de personnes âgées ou de personnes diabétiques, ou dans le cadre de prise en charge de pathologies aiguës, on co-construit, on paramètre avec eux, les règles métiers, ça se paramètre avec eux, ou on prend les référentiels qui existent lorsqu'ils existent, donc on co-construit avec eux. Quand on travaille avec le médico-social, c'est la même chose. Et si on arrive, par chance, sur certaines pathologies à mixer les deux, on co-construit, pas toujours simple, mais on co-construit avec les acteurs médico-sociaux, les acteurs sanitaires, voilà, le dispositif, les processus, les données à collecter, les interfaces à récupérer, les tableaux de bord à sortir. Et ce genre de démarche, je suis persuadé que c'est la seule manière de faire en sorte que derrière, lorsque vous mettez un dispositif en place, quel qu'il soit, en particulier quand on fait du pluridisciplinaire, pour faire en sorte que ça soit usité derrière, utilisé derrière. Merci. Merci Christian Gourdin. Donc très rapidement, parce qu'on est un petit peu en retard, puisqu'on récupère le quart d'heure de retard du début. Bernard Héberlet de la Caisse des Mines nationale. Je ne voulais pas relancer le débat sur l'interopérabilité, parce qu'on manipule des tas de données, ça sera déjà bien qu'on ait une base saine sur l'interopérabilité des données et l'identifiant des patients. Mais ma question, elle porte plutôt sur les objets connectés. Est-ce qu'on aura une structure qui homologue ce genre de capteurs ? Car un jour ou l'autre, si ça rentre dans des chaînes de suivi au quotidien des patients, ça serait quand même bien que ce soit homologué. Alors, c'est peut-être plutôt Madame Chi, dans un premier temps, qui peut nous éclairer s'il y a des démarches de sa société en ce sens, et puis peut-être Madame Lucier peut évoquer sa position, ce qu'elle en pense et où ça en est. Alors, si j'ai bien compris, la question porte sur la certification médicale des dispositifs. Donc oui, par exemple, le tensiomètre, il a une certification médicale. À partir du moment, même si c'est un objet qui n'est pas un objet médical proprement dit, à partir du moment où la mesure sera utilisée pour une décision, pour un diagnostic, à partir de ce moment-là, l'objet il doit porter un label, une certification pour s'assurer de la précision de la mesure, que le résultat ce ne sera pas n'importe quoi et que le médecin pourra baser sa décision sur ça. Après, il reste à définir où est la frontière entre vraiment l'usage médical de l'objet et un usage, par exemple, comme le podomètre plus fitness. Voilà, c'est là l'enjeu de bien définir où se place cette frontière-là. Peut-être pour... C'est une très bonne question. Moi, je ne sais pas. Je demanderai au chef de produit tensiomètre. Je crois qu'il n'y a pas d'organisme habilité aujourd'hui. L'intérêt de ces outils, enfin ceux que vous avez présentés, sont extrêmement utiles dans ce qu'on appelle l'éducation à la santé, prévention communautaire. Je pense que ça peut permettre des cibles plus efficaces des actions d'éducation à la santé et de prévention pour lesquelles on est un petit peu en retard, si ce n'est pas bon, parce qu'on ne s'est pas bien ciblé. Voilà. Après, l'usage, enfin je suis d'accord avec vous monsieur, pour en faire un usage, ne serait-ce qu'épidémiologique, il faut
tel que vous nous le montrez sur l'obésité, où en France, le parcours du patient obèse est un parcours du combattant en France. Donc c'est assez intéressant de voir comment on peut les surveiller, comment on peut les aider. À partir du moment où on a un usage médical, il faut effectivement, d'une part, c'est quoi la certification de la donnée qui est dedans, est-ce que tout le monde est d'accord, et puis qui la valide. Et il n'y a pas, me semble-t-il aujourd'hui, la ZIP n'a pas ces fonctions. Ça croise l'HAS, la ZIP, l'État lui-même, et le partage de données, donc la CNIL. Je pense, hein, enfin, voilà. Et pour aller plus loin, qui va le payer si c'est considéré comme un apport à l'aide à la décision médicale? Est-ce que c'est du financement personnel du patient, très motivé, on sait, dans ses règles d'observance, d'autant plus qu'il est chronique? Est-ce que ça sera dans la prise en charge par les mutuelles? Et quelle sera la prise en charge et la LPPR qui validera tout ça? Parce que nous avons voulu faire des outils d'observance sur l'apnée du sommeil, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Sur l'apnée du sommeil, c'est assez frappant. La question est comment on refait le business plan du système de santé. J'ai pas de réponse, mais on voit bien qu'il y a plusieurs pistes de travail et de réflexion, et probablement aussi d'analyse par des économistes. Enfin, quand on fait un business plan, moi je suis pas du tout financière, mais on voit bien qu'il y a le sujet de si on met ces objets-là, si on est dans la champ de la prévention par exemple, quand on met de l'argent pour faire des affiches, qui paie l'argent pour faire des affiches sur arrêter de fumer ou pas boire, ou quand on fait une réunion, sur la nutrition, c'est payé par un acteur. Est-ce que cet acteur-là va se mettre à payer des outils, des applicatifs de cet ordre? Dans l'expérimentation nationale en cours qui s'appelle PAERPA, qui est Parcours des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, les ARS ont demandé à avoir une allocation de ressources financières pour des smartphones et des iPads et des tablettes, typiquement pour ce que vous avez présenté, c'est-à-dire je peux surveiller à la maison avec le smartphone. Est-ce que je donne des smartphones à toutes les aides ménagères? Voilà, donc où est le début, la fin, la limite? Et c'est quoi le retour sur investissement de l'action de prévention en France? Ça n'a jamais été fait, je ne crois pas en tout cas. On n'a jamais mesuré, parce que la temporalité politique ne permet pas du temps nécessaire à 2 ou 3 ans ou 4 ans d'une action de prévention qui rapporte, entre guillemets, c'est-à-dire qui montre bien qu'on va réduire une autre activité. Ça prend beaucoup de temps et c'est compliqué, je pense, en plus méthodologiquement. Merci. Peut-être une dernière question? Si quelqu'un d'autre peut-être? Oui. Bonjour, Frédéric Benaben, je suis enseignant-chercheur à l'école des mines d'Albi sur l'interopérabilité des systèmes. Et si je ne me trompe pas, je m'intéresse en particulier à la partie sur les objets connectés, les plateformes d'intermédiation. On se trouve sur 3 niveaux de perception: le niveau données où on recueille la donnée brute, le niveau information où on la contextualise, et le niveau connaissance où on l'exploite. Et moi, je comprends bien qu'on puisse court-circuiter le niveau information quand on est dans un écosystème fermé, où on sait quel est l'objet qui a émis la donnée, et donc on sait exactement à quoi est-ce qu'elle se réfère, et donc je peux l'exploiter directement. En revanche, si jamais je veux être ouvert et faire vraiment de l'interopérabilité, vraiment de l'intermédiation, il faut qu'au milieu, j'ai de l'information, un niveau informationnel qui puisse faire de la réconciliation et me permettre l'interprétation de toute donnée et donc l'exploitation de toute connaissance. Et ma question, c'est est-ce que vous avez des choses sur des bases de connaissances, des ontologies, des éléments qu'on va pouvoir, des métamodèles, des choses comme ça qu'on va pouvoir positionner au milieu entre le niveau données des capteurs et le niveau connaissance des plateformes d'intermédiation, qui va nous permettre d'exploiter des choses issues de sources très diverses et pas des écosystèmes fermés, sinon on est hors de l'interopérabilité à mon sens. Pour répondre très précisément à la question sur les ontologies, dans nos plateformes, oui, on travaille sur des moteurs de règles, des systèmes qui implémentent des ontologies. Dans l'un des projets que je vous ai présentés, en particulier sur l'HTA, il y a une ontologie qui a été définie avec des médecins cardiologues. Maintenant, c'est aujourd'hui pas généralisé, et puis ça nécessite aussi un niveau
niveau de référentiel, un niveau de réflexion qui n'est pas que dépendant d'un industriel seul, qui peut être organisé de manière un peu plus large. Et voilà, sur ces sujets-là, le débat est ouvert. C'est un sujet sur lequel on travaille. D'autres travaillent aussi sur ces mécanismes d'ontologie. Je ne sais pas si chez Wheezy. Ouais, du point de vue objet connecté, si j'ai bien compris, la question porte plus sur avoir une API, une interface commune pour concilier diverses sources de données, pour pouvoir justement croiser des données. Et aujourd'hui, c'est vrai que chacun définit son modèle de données. Et après, si on veut intégrer un autre modèle de données, il faudra les adapter, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une définition API unique pour les données de santé. Donc chacun fait ça dans son coin, et après, voilà, il essaye de plugger à une autre base quand nécessaire. Donc c'est vrai que c'est une vraie question d'avoir une API commune et d'avoir des modèles assez génériques pour justement pouvoir exploiter diverses sources. Très bien, eh bien, écoutez, je pense qu'on a largement déjà dépassé. Je remercie une nouvelle fois nos 3 intervenants. Je pense que s'il y a encore peut-être quelques réactions, elles peuvent se faire en off directement avec nos intervenants, s'ils peuvent rester quelques instants à la fin. Encore une fois, merci. Merci Madame Lucier, merci Madame Chi, et merci Monsieur Gourdin pour votre intervention.